Salut à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Warzone, le podcast. J'espère que tout le monde va bien, que tout va bien pour vous. Je vous préviens à l'avance, ce podcast risque d'être assez agité. Peut-être vous l'entendez déjà, mais en fait je suis avec ma fille. Donc c'est un enfant en bas âge, donc difficile à lui dire non ne parle pas ou quoi que ce soit. Et pour la petite histoire, voilà, je dois m'occuper d'elle, ce qui est tout à fait normal pour un parent. Mais c'est le seul créneau que j'ai également pour pouvoir enregistrer le podcast cette semaine avec mes activités professionnelles de base. En tout cas, j'espère que ça va pas trop vous gêner. De toute façon, je risque de faire des petites coupes, même si pour vous ça se sentira peut-être pas trop, mais voilà, peut-être qu'il y aura des petites coupes en fonction et que je réenregistrerai certaines parties si besoin est. Mais voilà, tant qu'elle fait pas trop de bruit, je vais essayer de tenir ce podcast. Donc, encore une fois, j'espère que tout va bien pour vous. Comme d'habitude, hein, la petite pub. Warzone, j'allais oublier déjà mes mots. Warzone, le podcast, c'est sur toutes les plateformes d'écoute, hein, de podcast tout simplement. C'est sur YouTube également. Euh, et puis vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, bien sûr, hein, Twitter, Facebook, Insta, TikTok même pour les gens qui vont sur TikTok. Alors TikTok, je suis pas un grand fan du contenu pour être honnête, mais j'ai vu que c'était une plateforme aussi où voilà le modèle de vidéo court, un peu comme les Reels sur Instagram, bon, c'est le principal format, et ça m'aide aussi à pouvoir montrer des choses différentes du baseball, peut-être des à côté. Des fois je filme juste les villes où je passe, et puis je montre ces petites vidéos, ou alors la dernière fois je suis tombé sur des cerfs, tout simplement. J'étais en train de partir au stade à pied, parce que j'habite pas très loin du stade du National Park de Washington DC. Et je suis tombé sur des cerfs, donc je les ai filmés. Donc voilà, si vous voulez aller voir toutes ces vidéos sur TikTok, allez-y, pourquoi pas. Ça me ferait plaisir. Mais bref, on va arrêter toute cette pub, on va se concentrer, parce qu'il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. On va arrêter là pour l'intro, on va y aller directement. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui voilà, suivent le softball, mais bon, le tournoi national pardon, a commencé. Il y a eu déjà des belles surprises, notamment l'élimination de la tête de série numéro 2, hein, UCLA, dans son propre regional, hein, battu non seulement par... alors c'était qui? J'ai vu les deux matchs, mais comme par hasard, ma mémoire flanche. Je sais qu'elles ont perdu contre Liberty, et contre Liberty c'était le match coup près, voilà, c'était contre Grand Canyon. Elles avaient d'abord perdu contre Grand Canyon, 3-2. Et je sais pas, les battes avaient l'air tremblantes, on va dire. Ce qui est assez dommage. Il y avait aussi pas mal de médiatisation. Bon, UCLA, il y a toujours de la médiatisation, mais d'autant plus que Maya Brady, donc la nièce de Tom Brady, a été élue joueuse Pac-12 de l'année, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça avait peut-être rajouté un peu plus de pression à une équipe qui était vue comme la seule qui pouvait peut-être rivaliser avec Oklahoma. Oklahoma qui est une cylindrée assez incroyable, qui n'a pas trop galéré dans ses propres regionals. Il y a eu d'autres surprises. Là, il y a les Super Regionals qui commencent ce jeudi, si je dis pas de bêtises. C'est soit demain. Bon, en fait, j'enregistre ce mardi, en fait, hein, le 23. Donc, c'est soit ce mercredi que ça commence pour certains Super Regionals, soit jeudi, soit vendredi. Je pense que c'est plutôt jeudi et vendredi. Et que je confonds un peu avec. Parce qu'il y a aussi également les tournois de conférence, et on va en reparler un peu plus tard niveau baseball. Mais donc voilà. Si vous avez du temps, si vous avez la curiosité, n'hésitez pas à regarder, c'est sur ESPN, donc si vous avez l'ESPN Player, où il y a moyen de pouvoir voir des très très belles rencontres, c'est assez dynamique, ça se joue en 7 manches, softball quoi, et softball de très haut niveau. Donc voilà pour la petite parenthèse, on va rentrer dans ce qui s'est passé le week-end dernier, puisque c'était les dernières séries avant, donc tout simplement les tournois de conférence. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, et on va prendre son temps et on va en parler tout de suite. Et il s'est passé énormément de choses, comme je disais, avec beaucoup d'enseignements. On savait qu'avant ce week-end, d'ailleurs le week-end qui a commencé un jour plus tôt pour pouvoir permettre en fait de mettre en place assez rapidement les tournois de conférence, hein. Il y en a qui ont déjà commencé à l'heure où je vous parle, d'autres qui vont commencer demain au plus tard pour pouvoir finir assez rapidement avant la sélection pour le tournoi national. Et donc il y avait notamment des équipes qui jouaient gros avant d'entrer dans ce week-end, des équipes qui pouvaient quasiment consolider leur participation, en tout cas leur on va dire leur résumé pour pouvoir devenir des hôtes, hein, tout simplement pour les regionals, et ça a son importance. D'autres équipes qui pouvaient justement, via des match-ups directs, non seulement claim, enfin parlons français,
briguer le titre de leur conférence en saison régulière et également du coup accrocher l'équipe contre laquelle voilà le concurrent direct qu'ils avaient lors de leur rencontre en fait de fin de saison. Et je vais commencer par le premier enseignement, c'est en Big 12, puisqu'en Big 12 on se retrouve du coup avec 3 champions. Oklahoma State, donc dans l'ordre plutôt on va mettre Texas, puisque Texas a battu et a sweepé en fait West Virginia qui était sur une très très grosse saison et qui était donc en tête pendant la plupart du temps, surtout sur les 4-5 dernières semaines. C'était vraiment l'équipe en feu et tout le monde espérait qu'il puisse continuer avec encore une fois un JJ Weatherholt de très très haut niveau, de très très haute facture. Malheureusement, ils ont complètement craqué à Austin. Texas les a sweepés, je vais pas dire facilement, c'est jamais facile, mais on a senti, soit c'était un trop plein de pression, parce que comme je le dis, notamment dans l'article que j'ai sorti récemment, il y a un aspect mental très très important au baseball. Je dis pas que les autres sports n'ont pas cet aspect mental, mais je trouve qu'au baseball, avec ce jeu sur des détails, l'aspect mental est quasiment primordial. Et peut-être que West Virginia, puisqu'il fallait vraiment qu'il se fasse sweeper pour perdre le titre vis-à-vis de Texas, ou en tout cas pour être rejoint par Texas pour le titre de conférence, peut-être qu'ils ont eu un sas de décompression un peu trop tôt, n'ont pas su voilà, tenir cette pression, rester en pression pour pouvoir au moins combattre et récupérer au moins une win sur cette série. Et l'incidence, elle est multiple, puisque déjà, c'était une équipe qu'on voyait vraiment, qu'on projetait vraiment dans les équipes qui pouvaient host pour les tournois, pour le tournoi national, au niveau des regionals. Et du coup, avec ce sweep, ils ont perdu beaucoup de place au classement. Ils sont vraiment dans le dernier tiers maintenant du classement, ou pas loin du dernier tiers du classement, je parle du top 25. Et avec ça, concrètement, ils sont hors course provisoirement pour host un regional. Bien sûr, d'autres choses vont se passer, beaucoup de choses vont se passer, puisque les tournois de conférence, du coup, vont revêtir une importance incroyable, encore plus pour cette Big 12 que, entre guillemets, d'habitude. L'année dernière, si je dis pas de bêtises, je pense que c'était TCU qui avait gagné, mais je pense qu'ils avaient aussi partagé leurs gains, peut-être avec Texas, justement. Là, on a 3 équipes, puisque Oklahoma State a gagné Bedlam face à Oklahoma. J'ai pu regarder cette série, donc c'était vraiment intéressant. Et donc avec ces 3 équipes en tête, on est en train de se dire que l'équipe qui est la plus proche pour l'instant de host parmi ces 3 équipes, c'est Oklahoma State. Texas se replace parce que Texas a très longtemps été hors top 25 et notamment a eu beaucoup de petites galères, des aléas dans la saison, et malgré ça ils arrivent à terminer en tête ex aequo, ce qui montre encore une fois la puissance de cette fac, et peut-être ce que j'ai essayé d'évoquer il y a 1 ou 2 podcasts, je pense que c'était la semaine dernière, peut-être le niveau un tout petit peu en deçà de ce que j'ai eu l'habitude de voir sur toutes les saisons que j'ai suivies jusqu'à présent en Big 12. J'ai vraiment l'impression d'une certaine petite baisse de niveau, et peut-être que ça se justifie par le fait que voilà, West Virginia a caracolé en tête, alors que l'effectif sur le papier, on sait que c'est des choses qui évoluent forcément. On n'est pas dans un jeu vidéo où les athlètes ont une note et la note reste telle quelle par-delà le vent, la pluie et compagnie, et qu'il y a forcément une évolution des joueurs, ils grandissent en plus, il y a une croissance, maturité physique, maturité mentale, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu forcément pour un athlète. Mais malgré ça, West Virginia, je veux dire, c'est un effectif qui est intéressant, qui est intriguant, mais qui n'a pas, sur le papier encore une fois, les armes supposées, ou en tout cas qu'ils nous ont montré sur cette saison. Oklahoma State est sur une saison plutôt, on va dire, moyenne vis-à-vis de leurs standards. Ils sont bien revenus sur la fin pour pouvoir justement briguer ce titre de manière ex aequo. Désolé pour les petits cris au passage. Mais encore une fois, c'est voilà, les mastodontes comme Texas, Oklahoma State arrivent à récupérer une partie du titre, alors qu'au final, leurs saisons ne sont pas vraiment incroyables. Et pour West Virginia, voilà, clairement, je pense que la marche était un tout petit peu trop haute. Changeons de conférence et parlons d'une autre série plutôt de 2 autres séries qui revêtaient des importances assez incroyables. Donc notamment le déplacement de Duke du côté de Miami. Duke avait remporté le premier match, donc l'opener le jeudi, au Alex Rodriguez Mark Lightfield. Et Miami a réussi à nous sortir sa magie, puisqu'ils étaient très très mal, on va peut-être pas exagérer, mais ils étaient assez mal embarqués en tout cas dans le match 2, donc en passe pourquoi pas de perdre la série. Comme souvent, ils ont réussi à revenir dans le clutch, une petite remontada, ils sont assez habitués cette saison, ils sont imprenables en termes de série à domicile. Donc ils ont réussi à revenir, à battre Duke, et là ils ont shift complètement le momentum, et ils ont récupéré la série.
Ce qui a également des incidences, puisqu'on voyait Duke potentiellement host jusque-là, et eux aussi ont perdu pas mal de place. Miami, du coup, continue de solidifier son CV, son résumé, et très clairement, même avant le tournoi de conférence, se pose là comme un potentiel host. Encore une fois, vu comment c'est serré en ACC, le tournoi de conférence va quand même revêtir une importance primordiale, dans le sens où il va falloir consolider donc vis-à-vis du comité de sélection voilà, la possibilité de host. En tout cas, ces deux équipes, on devrait normalement les retrouver bien entendu lors du tournoi national, vu leur saison. Il y avait des équipes aussi, par exemple, il y avait la match-up entre UNC et Clemson. Clemson qui est vraiment l'équipe en forme en ACC, bien sûr si on nommait Wake Forest qui a complètement dominé la conférence. Eh bien, Clemson a gagné également cette série, ce qui consolide pour eux, pour le coup, carrément une place dans le top 8, si je dis pas de bêtises, et vraiment, à moins d'un cataclysme, ils devraient pouvoir être en mesure de host un regional. Wake Forest, bien sûr, pour finir, ça, on va pas parler de leur série, ils ont également gagné, c'est-à-dire que sur les 14 semaines de régulière, aucune série de perdus. Je pense que c'est la seule équipe, j'avais lu ça, c'est la seule équipe qui est en dessous des 10 défaites overall, c'est-à-dire pas juste dans la conférence, mais sur tout leur calendrier. Sur cette saison, bien sûr. Ce qui en fait le numéro 1 légitime, et ce qui en fait, ce qui leur met une target sur le dos, clairement, alors que cette target était clairement sur le dos de LSU pendant assez longtemps. Est-ce que ça va profiter à LSU qui va pouvoir partir en mode chasseur plutôt qu'en mode proie? On verra bien sûr vis-à-vis de ce qui va se passer pour le tournoi national. En SEC, j'ai bien aimé les résurgences de Alabama, de Auburn. Ces équipes qui, même au début de saison, on ne savait pas trop où les placer, mais on savait que le potentiel était là. Ce sont des équipes qui ont les capacités d'aller au tournoi national et même plus. Je rappelle que Auburn, l'année dernière, ils vont assez loin. D'ailleurs, je pense qu'ils vont jusqu'au College World Series, si je dis pas de bêtises. Un peu en mode surprise pour le coup, mais je pense qu'ils vont au College World Series. Vous savez, la mémoire, c'est difficile. Et comme j'ai pas des fiches, comme d'habitude, tel un grand professionnel, c'est vraiment de mémoire, mais je pense qu'ils avaient réussi à atteindre les College World Series. Mais même s'ils n'avaient pas atteint les College World Series, je sais qu'ils avaient au moins été assez loin en termes de... Désolé. En termes de Regionals et Super Regionals. Alabama, également, c'est sur une belle fin de saison. Ils ont réussi à rééquilibrer un peu plus le bilan. Et très clairement, bien sûr, là, on va peut-être pas parler de host, malgré un très bon RPI également. Mais au moins, ils devraient avoir solidifié leur CV pour voilà, faire partie du tournoi national. Ce qui ne va pas être le cas de Mississippi State, ni de Ole Miss, qui ont perdu toute chance, en perdant même la possibilité d'accéder au tournoi de SEC, si je dis pas de bêtises. Et avec ça, ça fait les deux derniers champions qui passent à la trappe de manière assez triste. C'est bien dommage, mais bon, ça fait partie du sport. Une équipe par contre qui, elle, est loin de passer à la trappe et qui a remporté le titre de saison régulière ex aequo, c'est Florida. Florida, en fait, c'est une équipe qui n'a pas fait... Alors, attention à ce que je vais dire. Plutôt qui n'a pas eu la médiatisation à la hauteur de leur saison. Dans le sens où ils ont fait quand même une grosse saison, très peu de séries perdues en SEC, très peu de séries perdues en général, une régularité, des joueurs qui se sont montrés, potentiellement peut-être un joueur SEC player de l'année, en tout cas un candidat avec Kelly Lyonnais. Tout est précis en fait du côté de Florida, il y a assez d'expérience, il y a des joueurs seniors, il y a des joueurs juniors, fort prospects comme forcément leur meilleur joueur, Wyatt Langford. Ils ont des lanceurs quand même assez solides, je pense à Ariston Waldrep, Brandon Sprout, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément Brandon Sprout, ça reste, pour du college baseball, surtout en SEC, ça reste un lanceur solide. Vraiment, je pense même à BT, à Ryopel, tous ces joueurs-là qui constituent en fait ce socle avec cette expérience que Florida a. Et Florida, donc, qui a aussi profité de la victoire de Vanderbilt face à Arkansas. Vanderbilt qui était sur quelques séries difficiles en fin de saison, mais qui récupère cette série face à Arkansas. Arkansas qui pouvait très clairement terminer en tête et remporter le titre de SEC sans cette défaite. Tout ça pour finir, voilà, Florida vraiment au top, vraiment attention à cette équipe, j'ai pas envie de leur porter la poisse non plus, mais c'est une équipe vraiment très équilibrée, très dangereuse, donc attention même pour le titre national, je parle pas juste en termes de SEC, mais ça va être une équipe vraiment à surveiller. Arkansas, malgré tous leurs blessés, d'ailleurs, Von Horn, je l'ai appris juste ce matin, il a eu le titre de coach de l'année.
C'est difficile de parler puisque ma fille est en train de me frapper dans le dos. Je vous raconte un peu ma vie en même temps que je parle, donc si vous entendez des secousses ou autres, c'est normal, désolé. Mais voilà, Van Halen a fait un peu de magie avec, malgré toutes les absences cumulées, ou voilà, quand il y avait un retour, il y avait d'autres absences, enfin c'était très très compliqué pour mettre une équipe en place, et pourtant ces joueurs ont répondu présent, il y a eu une grosse cohésion. Euh, Attention à Arkansas du coup, surtout si ça veut récupérer encore un peu plus de joueurs, notamment au niveau pitching staff. Il faudra toujours compter forcément sur LSU, LSU qui a perdu 2 séries consécutives sur la fin de saison, mais qui juste avant ça n'avait perdu aucune série, et qui a donc remporté la dernière série de saison régulière. Et puis la SEC, ça va être voilà, beaucoup d'équipes encore dans le tournoi national, je pense, en termes de projection, vous pouvez en imaginer entre 8 et 10. Et s'il y en a 11, je ne serais pas surpris, même si je pense que ça va être un peu plus compliqué cette année d'en avoir 11. Parce que je vois pas une équipe comme, par exemple comme Georgia, à moins qu'ils fassent un gros tournoi, je les vois pas passer. Mizzou, je les vois pas passer. Bon, à part si bien sûr ils remportent le tournoi et donc le bid automatique. Euh, Si on enlève également donc forcément les deux déjà éliminés, désolé, les deux déjà éliminés du côté du Mississippi, ça en fait 4, ça voudrait dire peut-être 10 équipes, peut-être même ça risque d'être un peu élevé. On va voir bien sûr comment se passe la sélection, on connaît en termes de RPI, en termes de difficulté de calendrier, etc., comment ils jugent. Et on sait que la SEC, déjà même en termes purement économiques et attractifs, c'est vendeur, donc difficile de pas en voir, de pas voir encore un gros contingent, un gros contingent au niveau du côté de la SEC. Euh, donc j'ai parlé de la ACC, j'ai parlé de la Big 12, j'ai parlé de la SEC. Avant de faire un focus sur la Big 10, parce que j'avais dit que j'allais en reparler, notamment de la saison et tout ça, en Pac-12, donc Stanford a capturé le titre, a récupéré le titre de saison régulière. Il y a le tournoi de Pac-12 qui commence là, je pense que c'est aujourd'hui, si j'ai pas de bêtises. C'est soit aujourd'hui, soit demain, donc soit le 23, soit le 24. Et il y a des équipes qui sont clairement en danger. Je pense à UCLA. Je pense que UCLA vont être obligés d'aller gagner le titre et l'automatic bid quasiment. Ou en tout cas faire, voilà, peut-être aller en finale pour, pour leur résumé, parce que sinon c'est compliqué vu le bilan de conférence négatif. Il y a des belles surprises cette saison, encore une fois. Je pense à Arizona State. Je pense à USC. USC qui pourrait s'en sortir. Et donc en termes, je parlais de top 25 tout à l'heure, mais par exemple une équipe comme Washington qui a montré de très 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 belles choses dans le clutch, a un peu sombré entre guillemets, et du coup est ressorti de ce top. Ça devrait pas les empêcher d'atteindre le tournoi national. Ils seraient bien avisés d'aller peut-être un peu loin au tournoi de Pac-12 pour pourquoi pas essayer de voir s'ils ont une certaine éligibilité en termes de hosting. Je pense que c'est un peu compliqué vis-à-vis de leur RPI en fait, mais à voir. Donc voilà, pour la Pac-12, il y aura certainement Oregon State. Enfin, oui, il y aura Oregon State normalement. Oregon aussi devrait être de la partie, même s'il y a eu quelques séries difficiles pour les Ducks. Est-ce que j'oublie une équipe? Arizona, ça a été un peu compliqué, mais il pourrait, voilà, s'il va passer quelques tours dans le tournoi pardon, de Pac-12, il pourrait normalement atteindre donc ce Field of 64, ce tournoi national. Bon, voilà, les équipes comme Cal, comme Utah, ça me paraît compliqué. Euh, Washington State aussi, ça me paraît un peu compliqué. Mais bon, à voir. J'ai du mal en fait à voir beaucoup d'équipes de Pac-12 cette saison. Même si j'ai trouvé que le niveau s'est rehaussé de manière globale. Allez, ce qui pourrait pas, entre guillemets, prendre la place un peu de la Big 12 et avoir peut-être un représentant de plus que la Big 12. Mettons par exemple 4 pour la Big 12 et 5 pour la Pac-12. Ça risque d'être vice-versa, parce que j'ai l'impression de ce que j'ai vu moi des observateurs, c'est que malgré moi, mon impression personnelle que la Big 12 était un peu en deçà, j'ai vu encore beaucoup de partisans de la Big 12 chez les observateurs et spécialistes, et notamment derrière baseball, mais pas que. Hein. J'avais écouté des podcasts de Collège Baseball Central que je vous invite à les écouter. Ils ont un podcast notamment sur YouTube qui passe le samedi avant donc les séries en général, on va dire entre 11h et midi, heure américaine, donc ça doit être entre 17 et 18h, heure française. Et après, ils ont aussi des podcasts un peu plus spécifiques SEC et notamment Texas A&M, parce que j'imagine que parmi leurs chroniqueurs, il y a des gars de Texas A&M en fait. Donc voilà. Donc côté Pac-12, une belle saison, des belles surprises. Stanford sera forcément un host. Est-ce que Oregon State, par exemple, pourrait hoster? Ça pourrait peut-être le faire. À voir de leur côté. Je pense qu'on a fait le tour du Big Four.
Avant d'aller dans les mid-majors, je vais aller dans la place un peu, entre guillemets, bâtarde, excusez-moi de l'expression, de la Big Ten, qui est considérée Power 5 dans son entité, dans son entièreté, notamment vis-à-vis des différentes disciplines, mais au côté baseball, vu leur performance, euh, on entend et on tend plus en plus à entendre du Power 4 pour les conférences nommées juste auparavant, et la Big Ten, qui n'est pas vraiment nommée en tant que mid-major, mais voilà, presque. Donc on va parler d'eux, mais je vais faire une petite pause, voir si je peux calmer la petite, et puis aussi vous mettre une petite pause musicale. Alors, de retour, et parlons Big Ten. Alors, pour faire simple, comme je disais, c'est une conférence qui est un peu voilà, le cul entre deux chaises. Et c'est assez paradoxal puisque même cette saison est un peu spéciale. On a une équipe de Maryland qui était prévue pour dominer. Au final, ils ont remporté une nouvelle fois la conférence, hein, en termes de titres de saison régulière. Maintenant, en fait, Maryland a plusieurs petits soucis. Je m'explique. Ils n'ont pas forcément outrageusement dominé la ligue, malgré le fait qu'ils aient gagné leur série, hein. Leur série dans la conférence, il n'y a pas eu de soucis là-dessus. Le problème se situe plus dans le calendrier hors conférence, et donc dans le bilan global, et notamment en termes de RPI, c'est pas oufissime. Maryland a le 40e RPI. Maryland, si vous voulez un exemple, ils ont un RPI qui est plus faible qu'Indiana, le Dauphin, qui a donc un RPI qui est 27e pardon, au niveau RPI, et Iowa, 3e du classement Big Ten, qui est 32e au niveau RPI. Donc ça s'explique, comme j'ai dit, au niveau du calendrier, de la puissance du calendrier, et donc ces matchs hors conférence. Moi, j'ai vu beaucoup de fois Maryland perdre un match de midweek. Presque, on avait l'impression il le laissait tomber. Le problème principal pour moi à Maryland, ça a été notamment au niveau du pitching. On savait quelque part que pour la Big Ten ça pouvait passer. Par contre, c'était un peu compliqué en termes de global ou de général quand on parle euh, de pitching. Pour vous donner une idée, Maryland n'a pas de pitcher de manière individuelle dans le top 5 des différentes catégories liées au pitching. Hein, des mêmes catégories brutes assez simples comme l'IRA, comme le nombre de strikeouts, le FIP, ce genre de stats. Malheureusement, ça a été très compliqué, au contraire justement de leurs concurrents. Je pense notamment à un joueur dont beaucoup parlent en ce moment, hein, Brady Brecht pardon, de Iowa. C'est pas le meilleur en termes d'IRA, mais ça a été très solide. Et surtout, il y a un gros potentiel, donc on en entend beaucoup parler. Je pense aussi et surtout, moi c'est un joueur qui m'a vraiment impressionné, c'est Ryan Kraft d'Indiana. Ryan Kraft, c'est 2,83 d'IRA notamment. Euh, c'est plutôt, on va dire que c'est plutôt un joueur, comment on pourrait dire ça, un joueur de relève, hein, tout simplement. Je perds mes mots encore une fois, c'est assez incroyable. Euh, et qui a réussi en fait notamment, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'avoir un ratio par exemple strikeout walk assez bon. Euh, Très clairement, il a 49 strikeouts pour 21 walk. Euh, la moyenne de ses adversaires, alors il faut se rappeler qu'on est en college baseball, la moyenne de ses adversaires face à lui, c'est 25%. Si on ramène ça au niveau MLB, c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Je l'entends. Mais au niveau college baseball, c'est très très bon. C'est vraiment très très bon. Donc encore une fois, voilà, c'est plutôt dans la relève. C'est pas un joueur, par exemple, qui a lancé beaucoup de manches cette saison. Euh, je pense qu'il a lancé une cinquantaine de manches en totalité cette saison. Et pourquoi je vous parle de ce joueur, c'est parce que je vais vous parler, voilà, justement, et finir cette partie pitcher. Encore une fois, Maryland a vraiment souffert de par son pitching staff, alors que quand on regarde dans le reste, notamment au niveau offensif, ils ont fait le travail. Ils ont leur gros joueur, Macho, pardon, qui est d'ailleurs un top prospect, hein, de la prochaine draft, qui a terminé notamment avec 23 home runs. Mais il y a un deuxième, par exemple, il y a Nick Lerousseau qui en a 21. Euh, Même en termes, par exemple, de moyenne, en termes
euh, en termes de présence sur base, de slugging, etc., c'est très très bon, Maryland. Ce ne sont pas les meilleurs, mais c'est très très bon. Euh, Il y a peut-être une chose que je peux accorder à leur lanceur, je pense à Savakul notamment. Savakul, il a quand même 6 wins. Mais quand on voit 6 wins, mais peut-être avec un IRA en deçà des attentes, c'est un peu dommage. Son IRA est quasiment à 5, si vous voyez. Donc c'est assez compliqué. Et c'est pas le plus faible IRA, entre guillemets. Et c'est un joueur qui, justement, devait essayer aussi de se montrer vis-à-vis de la draft. Malheureusement, je suis pas sûr, même si on parle de potentiel plutôt que de produits, de stats bruts, etc., etc., mais je suis pas sûr qu'il va intéresser très tôt dans cette draft, en tout cas. Donc voilà, Maryland, ça a été très compliqué, et en fait, je pense que ça limite les chances pour voir beaucoup d'équipes de Big Ten atteindre le tournoi. Euh, bon, s'il y a trois équipes par exemple qui atteignent le tournoi, notamment je pense à Iowa et Indiana de par leur RPI et le fait qu'ils terminent dans le trio de tête de la conférence, et puis à une seule défaite de Maryland, un seul match carrément pour Indiana et puis une seule défaite pour Iowa, parce qu'Iowa a un match en moins. Euh, tout ceci me fait dire que voilà, je verrai un maximum de trois participants. Il y avait une équipe comme Rutgers dont on attendait beaucoup, mais qui a eu pas mal, enfin vraiment beaucoup de difficultés, notamment sur le début de la saison. Ça a été difficile de rattraper un peu euh, le début poussif. Je pense qu'ils ont une fiche de 14 victoires, 10 défaites, donc ils sont même pas dans le trio de tête. Je pense que Nebraska est devant eux, par exemple, en termes de conférence. Ce qui les sauve et qui fait qu'ils n'ont pas un RPI complètement euh, à la dégringolade, entre guillemets. Je pense qu'ils sont dans à peu près position 60 et quelques en termes de RPI. Ce qui peut les sauver, c'est ce qu'ils ont fait en termes de calendrier hors conférence, et notamment dans les match-ups face à des équipes qui étaient par exemple entre la position 51 et la position 100, où ils ont le double de victoires par rapport au nombre de défaites. Face au top 25, malheureusement, c'est une victoire pour 6 défaites. Et après, il y a quand même pas mal de matchs aussi dans la zone entre 100, enfin contre des équipes qui ont un RPI entre 101 et 200 en termes de position vis-à-vis de leur RPI. Il y a des équipes qui, malgré tout, ont fait des belles saisons comparées, on va dire, à ce qu'on attendait d'elles. Par exemple, je pense à Michigan State. Pour le coup, j'ai été un peu déçu de Michigan. Michigan, ça n'a pas été incroyable, mais Michigan, c'est quand même une des rares équipes de manière historique qui peut prétendre à dire, voilà, au niveau historique, on fait partie des meilleures équipes de la nation, parce qu'ils ont remporté des titres universitaires. Euh, Illinois aussi, peut-être ça a été une déception, parce qu'Illinois, on avait vu avec leurs vétérans et ce qu'ils avaient fait l'année dernière, on attendait beaucoup d'eux, avec pas mal de seniors dans leur classe. Et puis Minnesota, par exemple, bon, voilà, Ohio State, ça a été une grosse déception. Northwestern, ça n'a pas été une déception parce qu'on ne les attendait pas en haut. On espérait peut-être un peu plus, parce que voilà, 4 victoires, 20 défaites, c'est très compliqué, mais on ne les attendait pas tout en haut. Purdue, pour le coup, ils sont pas loin des 50% au final, hein. Ils sont à peut-être 2 matchs des 50%, c'est à peu près leur range. Maintenant, voilà, je voulais parler de Minnesota, parce que Minnesota avait montré quelques promesses en tout début de saison. Bien sûr, c'était juste un échantillon assez faible, mais on avait l'impression qu'il y avait une direction qui était mise en place. Malheureusement, ça s'est très mal passé par la suite, ça a complètement dégringolé, hein. Je pense qu'ils ont terminé avec 10 victoires et 13 ou 14 défaites dans la conférence, mais surtout avec un bilan négatif en total, c'est-à-dire même hors conférence, assez parlant, hein. 18 victoires, 34 défaites, c'est très très compliqué. Donc encore une fois, tout ça pour dire que voilà, la Big Ten est en train de se bouffer elle-même, entre guillemets, je sais pas, une sorte de côté un peu monotone, un petit marasme qui se met en place, quelque part un peu sauvé par les belles performances d'Indiana. Indiana, pendant un moment, on a vraiment pensé qu'ils pouvaient même aller à la chasse au host vers milieu, début de fin de saison, puis après ils ont craqué, notamment face à Maryland. Et puis Iowa, ça a été solide, mais ça n'a pas été génialissime. Ça a quand même gratté quelques top 25, hein, faut le rappeler. C'est toujours à noter, c'est toujours bon dans son résumé, dans son CV. Mais malgré tout, voilà, c'est très compliqué pour la Big Ten pour vraiment rivaliser avec le reste des conférences, notamment du Power 5. D'ailleurs, pour finir sur la Big Ten, même en termes de talent et de joueurs, pour cette saison 2023 vis-à-vis de la draft, à part Macho, je vois très peu de joueurs, ou quasiment, ou pas du tout, hein, d'ailleurs, de la Big Ten projetés dans le top 50 de la plupart des mock drafts que je suis de temps à autre.
Donc ce qui peut également expliquer ce niveau. On voit beaucoup de jeunes talents, notamment des mid-majors. Je pense à des joueurs de Campbell notamment par exemple, euh, qui sont eux pour le coup dans le top 50. Des joueurs de Big 12, Pac 12, etc. etc. Bien sûr SEC et ACC bien entendu, mais je dirais il y a également des joueurs venant de programmes un peu plus modestes en termes de conférences qui font partie de ce top 50. Et pour la Big Ten, à part Macho encore une fois, qui pour le coup lui devrait être assez haut, hein, le shortstop de Maryland, très très bon à la batte. Peut-être en termes de shortstop c'est un peu compliqué. Je pense que lui ce qui fait défaut ça serait sa puissance de bras et puis le range, en fait la zone à couvrir en tant que shortstop. C'est un peu les réticences qu'ont les scouts vis-à-vis de lui. Euh, je l'avais vu jouer, mais voilà, je l'ai vu jouer enfin, sur place carrément une fois, c'était l'année dernière, et il m'avait juste paru très bon. Sans pouvoir vous dire s'il était vraiment si c'était vraiment si difficile que ça pour lui en termes de puissance de bras. Peut-être les jeux que j'avais vus n'avaient pas pu démontrer ce genre de problème. Donc je vais pas vous mentir, je peux pas vous dire ce que j'en pense en termes de ce que j'ai vu. J'ai pas eu de match de Maryland cette saison. Enfin, j'ai vu pardon, j'ai vu le match de Maryland contre Ole Miss en début de saison, mais c'est tout. Alors que j'espérais justement pouvoir les suivre un peu plus, mais j'ai pas pu. Donc je vais pas blablater pour vous dire des choses approximatives. Je sais que voilà, c'était compliqué pour la Big Ten. Euh, Ça a été compliqué pour Maryland notamment, qui est en tête de cette Big Ten. Malgré tout, ils devraient bien sûr obtenir leur place pour le tournoi national, même sans remporter le tournoi de Big Ten. Euh, Peut-être compter sur Indiana, Iowa pour les rejoindre, mais je vois pas plus d'équipes. À la rigueur, voilà, Nebraska était intéressante, mais encore une fois, le calendrier, la force de calendrier n'est pas assez bonne. Voilà, bien sûr, à moins d'un bid automatique, ça me paraît compliqué. Mais si par exemple Nebraska gagne, mettons le tournoi de Big Ten, dans ce cas, je pense que ça risque de porter préjudice par exemple à Iowa ou Indiana pour le coup. Euh, voilà, c'est bizarre, je vois vraiment pas plus de 3 équipes, personnellement, sur ce que j'ai vu de leur bilan, etc., etc. Ce qui est un peu dommage. Oh, d'ailleurs, je dis n'importe quoi parce que j'ai aussi vu la série Maryland contre Indiana. Donc j'ai vu un peu plus de matchs de Maryland que ça quand même, mais voilà, ça m'a pas marqué. Ils avaient dominé Indiana, ils avaient vraiment botté grâce à leur puissance offensive, mais ouais, c'était pas fou. C'était pas fou. Du coup, bah, justement, Indiana m'avait un peu déçu vis-à-vis de tout ce qu'on disait sur eux, et c'est normal, c'est un peu la vérité du moment également, hein. On disait beaucoup de bien et a raison sur voilà, les jeunes qui prenaient le pouvoir là-bas. Malheureusement, contre Maryland, ils se sont fait complètement disséquer. Donc voilà, voilà. J'ai pas envie de trop vous faire perdre de temps parce qu'il y a encore pas mal de petits sujets à aborder dans ce podcast. Mais voilà pour la Big Ten. Je sais pas d'ailleurs si parmi vous il y a des suiveurs de Big Ten, hein, ou n'importe quelle autre conférence. Si ça vous arrive de tomber sur des matchs de conférence, ou si vous êtes décidé de vous fixer en fait sur une conférence, n'hésitez pas à me le dire en DM, en commentaire par exemple de là où je vais poster la vidéo. C'est encore une fois pour ma curiosité. Euh, Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais profiter pour vous donner quelques noms d'équipes qui ont remporté leur titre de saison régulière de leur conférence, on va dire, et qui sont des outsiders assez intéressants. Alors, on va commencer par le vainqueur de la Big South, Campbell qui a souvent été bien placé dans le top 25, hein, euh, durant toute la saison. C'est une équipe qui termine donc à la 14e place de ce top 25. C'est une des meilleures équipes de mid-major. Ils ont remporté donc leur titre Big South. Ça n'a pas été aussi simple que prévu puisque South Carolina Upstate leur a posé beaucoup de problèmes sur la dernière série. En fait, c'était un peu une finale pour gagner le titre de régulière. Euh, South Carolina Upstate, désolé, a d'ailleurs remporté la série, mais a perdu le dernier match, qui a permis donc à Campbell de valider son titre. Il faut savoir que Campbell, en entrant dans le week-end, ne pouvait perdre le titre que via un sweep, en fait. Et un peu à la manière de West Virginia, j'ai eu peur que finalement ce sweep arrive. Pour le coup, j'ai regardé la série parce que je voulais regarder un peu plus Cade Cruller, qui est un des top prospects de la draft. Alors quand je dis top prospect, c'est pas, ne vous attendez pas à entendre parler de lui dès le 9e ou 10e choix, ça va être sûrement un peu plus bas.
Il était attendu plus haut. Je me rappelle qu'à la suite à la fin de saison dernière, et on a vu notamment d'ailleurs son coéquipier Zach Neto, qui a été donc lui drafté par les Angels. Il y avait aussi un lanceur, j'ai oublié son nom et je m'en excuse. Mais il y avait également un lanceur de Campbell qui a été drafté la saison dernière. Et justement, avec Kate Cooler, on attendait vraiment une, une draft assez haut en fin de saison dernière. Hein. Je pense qu'à un moment, dans certaines mock drafts, vous savez, les way too early mock drafts, euh, je l'avais vu en 10e ou 11e ou 12e position, enfin vraiment très très haut, puisque son potentiel intrigue, hein, comme je vous l'ai dit dans l'article que j'ai sorti sur les prospects de draft, et je vous invite à aller le lire sur lehomra.com, et pam, marketing. Kate Culler, c'est un potentiel assez incroyable avec une balle rapide dans la meilleure moitié, on va dire, des 90 miles par heure, hein, on va dire entre 95 et 98. Euh, il a aussi une balle très intéressante, une balle, on va dire, de déception très intéressante. Et surtout, il essaie d'ajouter pas mal il a beaucoup de mix dans son type de lancer, en fait. Il peut lancer plusieurs types de lancers. Malheureusement, comme par hasard, quand je l'ai vu jouer, en fait, il a été, je vais pas dire catastrophique, mais ça a été compliqué. On sentait vraiment une grosse impatience, et d'ailleurs, ça tend à être prouvé par le nombre de walks qu'il a subi en 4 manches, parce qu'il n'a lancé que 4 manches. Euh, on a vu, et encore une fois, l'aspect mental, hein, je le répète à chaque fois, ce ne sont pas des robots, ce n'est pas un jeu vidéo où vous avez votre note et la note est figée, donc vos performances vont être figées vis-à-vis de cette note. Non, là, il était sur un mauvais outing, on va dire, c'est juste pas de chance, entre guillemets. Mais voilà, on pouvait déceler une certaine impatience et plus les joueurs arrivaient à tenir, même s'ils faisaient des foul balls en face de lui pour pouvoir tenir le plus longtemps dans l'échange, hein, en nombre de lancers, donc faire grimper son nombre de lancers, et plus on sentait de la nervosité, très clairement, et ça a plombé son équipe qui s'était inclinée déjà dès ce match-là 9-4 hein, de mémoire. Ça avait été très compliqué pour lui, mais je sais qu'il a attendu assez haut. Alors c'est vrai que même en termes de saison, quand j'ai regardé ses stats, c'est plus compliqué ce que les gens avaient imaginé, dans le sens où il y a une progression quand même, mais elle n'est pas aussi flagrante que ce que les gens projetaient. Et donc je pense que c'est ce qui fait que là, dans cette mock draft, il n'est pas attendu aussi haut, loin de là. Il ne sera pas non plus, voilà, faut pas s'attendre à le voir au 5e ou 6e tour. Hein. Je pense que voilà, normalement deuxième tour, il y a moyen que son nom sorte. Et puis il a toujours moyen avec le tournoi national, et justement j'y arrive, de se montrer et de continuer à montrer que c'est un des meilleurs lanceurs de la nation en termes de lanceurs universitaires. C'est pas rien quand même. À côté, un autre joueur que je vous conseille de suivre dans cette équipe de Campbell, donc déjà si vous avez l'occasion de suivre Campbell, suivez-les, ils sont très intéressants à voir jouer. Et un joueur qui a une très très belle saison, c'est Lawson Harrell. Alors, je vais pas faire comme si je le connaissais ou voilà, mais cette saison en fait avec cette année très 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 intéressante, bah forcément tout le monde s'intéresse un peu plus à lui. Euh, Par exemple, il faut savoir que sur ses premières saisons, puisque en fait c'est un joueur junior, mais il est arrivé en 2020. 2020, vous savez, la saison avait été annulée à cause de la pandémie. Et de ce que j'ai compris, il est arrivé en two-way player. Il avait d'ailleurs euh, fait deux matchs en tant que releveur. Et dans ces 2 matchs, il avait donc lancé l'équivalent d'une manche. Hein. Voilà, donc pas beaucoup non plus. Hein. Et puis il y a eu très très peu de matchs. Une manche en équivalent pour 2 walks, 2 strikeouts. Et une moyenne face à lui au bâton de 0. Voilà, bon, c'est un échantillon très très faible, très très faible, pardon. Et à côté de ça, il était, quand il jouait en termes de joueur de champ, ou en tant que joueur de champ, il jouait left fielder. Donc il est resté dans cette position un peu de la outfield, même s'il a switché en 2022 de left pour aller côté right fielder. Et franchement, ses premières saisons, c'était sans plus, quoi. C'était un gars plutôt moyen, je dirais, euh, à la batte, avec des moyennes pour le college baseball, encore une fois, plutôt modeste. Hein. Notamment sa saison sophomore, la saison dernière, il était à 259, donc à peu près 26% hein, de moyenne au bâton. C'était pas ouf, hein, un OPS de 78, de .78 si vous voulez. Euh, Si on veut des stats de Toto, on peut parler du nombre de home runs qui était de 5, il avait 25 points produits, et pourtant il avait eu son plus grand nombre d'at-bats
Cette saison, il a eu moins d'at-bats. Et bien cette saison, Breakout Year, comme je disais, 21 home runs, 14 doubles, 64 RBI. euh, il a un ratio par contre de walk strikeout un poil trop élevé. C'est-à-dire qu'il a réussi à, euh, à tirer, on va dire, 30 buts sur balle. Mais par contre, il a concédé 57 strikeouts. Il a aussi volé un peu de base. Et chaque fois qu'il a volé, ça n'a pas été non plus beaucoup, hein, mais chaque fois qu'il a volé, il n'a pas été attrapé. Donc ça a toujours son petit effet. Euh, Honnêtement, je ne le vois pas comme un prospect, même s'il est junior, il est éligible, hein, je ne le vois pas comme un gros prospect parce que l'échantillon est trop faible en termes de ce qu'il a montré cette saison. C'est juste une seule saison, mais on sait que des fois sur une saison, les scouts arrivent à chambouler des ordres de draft puisque on se base beaucoup sur la vérité du moment encore une fois. Et on va pas lui enlever le fait qu'il a fait quand même une très très bonne saison au niveau offensif. Au niveau défensif, je peux rien vous dire puisque non seulement j'ai pas les stats sous les yeux, mais en plus de ça, j'ai pas moi de mémoire sur les 3 matchs que j'ai vus face à South Carolina Upstate. Malheureusement, j'ai pas un détail particulier. Il y a que les pitchers dont je peux vous parler limite, puisque c'est plus facile de se focaliser sur des pitchers que sur chaque joueur de champ, à moins qu'il y ait bien sûr des actions éclatantes. Et c'était pas le cas d'ailleurs, puisque Campbell a fait quand même pas mal d'erreurs lors de leur match euh, face à SC Upstate. Mais bref, donc voilà, 2 joueurs dont je vous ai parlé, un qui est attendu à la draft, l'autre qui n'est pas forcément, mais qui peut continuer à se créer un bon dossier pour la draft, et une équipe qui peut jouer les épouvantails. Une autre équipe dont je vais vous parler rapidement, East Carolina. East Carolina, en fait, pour le coup, c'est pas une équipe surprise. C'est une équipe chaque saison, depuis que je suis en fait le college baseball, chaque saison, je vois East Carolina. East Carolina, potentiellement, c'est l'équipe la plus forte quand on parle de mid-majors. En tout cas réputée la plus forte quand on parle de mid-majors. Cette saison ne dérange pas la règle puisqu'ils ont gagné le titre de saison régulière, mais ça a été compliqué. Il y a eu une belle bataille avec Houston, alors que moi Houston je ne les attendais pas à Paris Fête honnêtement, je vais pas vous mentir. Mais Houston s'est bien battu, c'est d'ailleurs très très bien battu contre East Carolina, elle les a fait trembler. Euh, Au-delà de ça en fait, l'American Athletic Conference, qui est donc une très bonne conférence, hein, baseball. Hein. Je pense en sport en général, hein, on les voit par exemple au basket, hein, Houston qui fait des misères aux gens au basket notamment. Euh, c'est une conférence très intéressante, même au foot, on a vu Cincinnati, on a vu des équipes comme UCF aussi il y a quelques saisons faire des belles choses. En termes de baseball, par exemple, moi j'imaginais en dauphin plutôt justement UCF ou Wichita State. Wichita State fait pas une mauvaise saison, hein. 30-23 en bilan global, 13-10 en bilan dans la conférence. Ils ont posé des problèmes à pas mal d'équipes réputées plus fortes, en tout cas. Euh, et donc ça reste un épouvantail. Je sais pas, honnêtement, si on va avoir beaucoup beaucoup d'équipes de AAC euh, dans le tournoi de conférence, enfin dans le tournoi pardon, national. Euh, Parce que pour le coup, j'ai pas trop suivi leur RPI, parce que je comptais pas non plus trop vous abreuver en stats pour chaque conférence, sinon on ferait un podcast en 8 saisons. Mais voilà, East Carolina devrait y être. Voilà, East Carolina était dans le top 25 la plupart de la saison. Ils y sont bien accrochés, bien ancrés. Est-ce qu'ils pourront host? Ça, c'est une autre histoire. C'est pas mort, mais c'est pas fait non plus. Je pense que s'ils font voilà, quelques belles performances dans le tournoi de conférence, ça pourrait les aider, pourquoi pas, à atteindre un nouveau spot de host. Il faut savoir qu'ils ont host la saison dernière, par exemple. Donc voilà pour l'American Athletic Conference. On peut aller dans une conférence aussi que j'aime beaucoup, j'aime bien la vendre. C'est une conférence qui pour moi fait partie des meilleures, hein, tout simplement de la nation. En termes de baseball, je les trouve même par exemple meilleurs que la Big Ten. Est-ce qu'ils vont réussir à faire comme la saison dernière et avoir au moins 4 équipes qualifiées? J'en suis pas sûr. J'ai l'impression que l'arrivée de Southern Miss a perturbé certaines autres cylindrées. Euh, mais voilà, on va parler de la Sunbelt, hein, tout simplement. La Sunbelt avec un duel. Donc, il faut savoir que la Sunbelt est divisée en 2 divisions, West et East, un peu comme la SEC par exemple. Southern Miss, qui arrive pour sa première saison, domine la West. Coastal Carolina, dont je vous ai parlé auparavant de temps à autre, et notamment dans l'un des podcasts, pour faire la petite histoire de cette franchise, enfin de cette université récente vainqueur d'ailleurs des College World Series, j'aime bien le rappeler. Il faut savoir que les deux équipes se sont tirées la bourre, donc Coastal Carolina gagne le titre de conférence à un match près.
Voilà, 23-7 en bilan de conférence contre 22-8 pour Southern Miss. Et pourtant, Southern Miss, alors faut savoir, je rappelle, ils ont changé de conférence, donc il y a d'autres habitudes. On rencontre un autre pédigré que la conférence USA, même si la conférence USA aussi a quelques équipes intéressantes, on va en parler rapidement juste après. Mais Southern Miss m'a jamais. J'ai vu plusieurs matchs en fait, hein, notamment parce que je suivais un de leurs lanceurs, un Tanner Hall, qui lui aussi est un potentiel prospect pour la draft. Il a eu une saison mi-figue mi-raisin, on va dire, compte tenu des attentes, hein, bien sûr. Hein, je veux dire, sinon c'est une très bonne saison, mais compte tenu des attentes, ça n'a pas été incroyable, ce qu'il montrait, puisqu'il n'a jamais eu une balle rapide vraiment incroyable, par exemple. Et lui, ce qui faisait qu'il était intéressant, notamment parce que les gens l'imaginaient en releveur plus tard, hein, s'il arrive en pro, c'est en fait le contrôle. Il est réputé pour avoir un très bon contrôle. Malheureusement, je l'ai vu contre Coastal Carolina, encore une fois, peut-être c'est la faute à pas de chance, c'est la vérité du moment, mais il s'est fait complètement éteindre. Ça a été très compliqué pour lui, je pense qu'il n'avait fait que 2 manches d'ailleurs. Ça arrive, attention, hein, des outings de starters, même les meilleurs, hein, ça arrive pour eux de lâcher des matchs, mais même en stats global et régulière, ça n'a pas été oufissime. Mais voilà, Southern Miss, malgré cette impression de galérer par moment, a quand même eu le meilleur bilan de sa division devant Troy et Louisiana d'ailleurs. Texas State, qui l'année dernière avait réussi à intégrer le tournoi national avec une très belle saison, n'a pas eu le bilan espéré, on va dire. Ça reste solide, voilà, 35-21 au global, 17-13, mais le RPI est peut-être pas aussi incroyable par exemple que Troy. Troy est dauphin donc de Southern Miss avec 18 victoires et 12 défaites en conférence, 38-18 overall, et un très bon RPI. Par exemple, ça serait même pas étonnant de voir Troy sélectionné avant Southern Miss. J'exagère un peu, mais pour dire en fait que, encore une fois, le RPI compte pour pas mal. Et on va voir bien sûr le tournoi de Sunbelt qui va certainement aider certains cas. On pourrait avoir 4 équipes. Coastal Carolina, ça devrait être bon. Southern Miss, ça devrait être bon. Troy, ça devrait être pas mal d'être bon. Après, le reste, ça va se jouer pour moi entre Louisiana, Texas State et peut-être Appalachian State, même si ça me paraît un tout petit peu en dessous. Faut voir bien sûr qui remporte le bid automatique, hein, donc le tournoi de conférence. Mais allez, 3 à 4 équipes, ça pourrait le faire pour la Sunbelt. Ce qui serait encore un bon fit, hein, une belle chose de fait vis-à-vis de ce que fait cette conférence. Je vais vous parler rapidement encore de 2 autres conférences des mid-majors qui, du coup, que j'ai suivies et qui m'ont intéressé fortement. Pour une notamment dont je vous ai parlé, enfin je vous ai parlé d'une de ses équipes, hein, son équipe phare historique, Cal State Fullerton. Je viens donc vous parler de Big West. Il faut savoir que la Big West n'a pas de tournoi de conférence. Un peu comme la Pac-12 jusqu'à récemment, hein, ce sont des conférences qui donc se jouent sur la saison régulière. Et Cal State Fullerton avait très très bien commencé. Pendant un moment, on s'était dit, bon, ça va être eux. Ils étaient largement en tête, etc., etc. Et quand on a commencé vraiment à mettre la lumière sur eux, malheureusement, ils se sont effondrés. Et du coup, San Diego est passé devant eux. San Diego est passé devant eux. Santa Barbara également. Hein. Donc, quand je dis San Diego, c'est UC San Diego, hein, Université californienne de San Diego. Santa Barbara, c'est pareil, c'est une UC. Ce sont donc des universités californiennes, notamment des universités californiennes ou californiennes d'État. Hein, Cal State, c'est d'État. Cal State Northridge, également d'État, etc., etc. Voilà pour la petite précision, mais j'ai l'impression que pour Cal State Fullerton, ça va être compliqué. Comme il n'y a pas un tournoi de conférence pour récupérer un bid automatique et que je vois pas plus de 2 équipes sortir de la Big West, malheureusement, j'ai peur que ce soit San Diego. Enfin, normalement, ça devrait être San Diego déjà, s'il y en a une seule. Et s'il y en a 2, peut-être Santa Barbara, au-dessus de Cal State Fullerton. C'est ce que je pourrais dire. Mais voilà, c'était une très belle conférence à suivre. Il y a eu quelques déceptions, notamment UC Irvine, je dirais. UC Irvine, en fait, c'est une déception surtout dans leur conférence, parce qu'en overall, et je pense du coup leur RP est pas mal, si je dis pas de bêtises. Oh, leur RP est pas mal. Du coup, est-ce que UC Irvine pourrait concurrencer Santa Barbara, par exemple? Voilà, encore une fois, Fullerton, leur bilan overall aussi n'est pas assez bon. C'est 29 victoires, 21 défaites, donc il y a un clair gap. Et la puissance de conférence, la puissance du calendrier qu'ils avaient était intéressant à certains points, notamment la victoire face à Texas en série. Ils avaient aussi accroché une autre grosse cylindrée. Je pense que c'était Stanford. En fait, ils avaient perdu face à Stanford, mais ils avaient gagné le premier match, parce que j'avais vu la série. C'était une des premières séries de la saison. Donc il y a eu des belles choses,
mais ça a été trop éparse, et sur la durée, ils n'ont pas réussi enfin sur la longueur, quoi, ils n'ont pas réussi à tenir. Du coup, malheureusement, la belle histoire des College Legends ne fera pas le cut certainement. À voir, hein, parce que je ne fais pas partie du comité, hein, et on a déjà vu des décisions spécifiques et assez spéciales. Hein. Coucou NC State, qui a souvent été délaissé. Mais voilà, ça va être compliqué pour Kelsey Fullerton. Je pense que San Diego devrait y être. Après, peut-être UC Irvine vis-à-vis du bilan et du RPI, ou alors Santa Barbara. Voilà, je vois pas plus de deux, et peut-être qu'ils vont me faire mentir en mettant 3 équipes. Ce qui me paraîtrait pas immérité en soi, mais après, quand vous prenez 3 équipes d'une conférence, ça veut dire que quelque part, vous enlevez peut-être d'autres équipes dans d'autres conférences qui pourraient mériter tout autant. Et je voulais vous parler d'une dernière conférence, c'est la conférence USA. Puisque Southern Miss l'avait quitté, Dallas Baptiste l'avait quelque part remplacé, parce qu'eux venaient de Missouri Valley. Et et il faut savoir que Dallas Baptiste, eux, ils arrivent dans une nouvelle conférence, c'est pas un problème. Pas du tout. Ils arrivent, ils dominent. DBU a réussi à avoir un bilan de 25 victoires, 5 défaites dans la conférence. 42 victoires, 13 défaites, donc une des équipes a plus de 40 victoires. Donc c'est à noter. Dans leur bilan au total. L'équipe derrière elle est à 3,5 matchs quand même. UTSA qui pendant un moment a même touché un peu du top 25. Hein. Ils ont été dans le top 25 à un certain moment. Malheureusement, ils n'ont pas tenu sur la durée, sur la distance. Est-ce que leur bilan overall et leur RPI pour leur permettre de gratter, pourquoi pas, un deuxième strapontin? Je suis pas sûr. DBU pour le coup, c'est ça me paraît clair et net. Ils y seront. Maintenant, pour UTSA, ça va être compliqué. Il y a des équipes qui sont intéressantes encore une fois dans cette conférence qui n'ont pas eu des très belles saisons. Il y a des équipes historiques comme Rice qui a déjà été vainqueur de College World Series, mais bon, ça c'était dans les années 2000, qui a un bilan de 9 victoires et 21 défaites, donc voilà, chaque génération a ses hauts et ses bas. Louisiana Tech qui est souvent cité parmi les belles équipes, on va dire, du college baseball. Hein. Quand on dit belles équipes, c'est pas forcément les meilleures, mais voilà, une certaine réputation derrière eux, et ils finissent à peine avec un bilan de 50%. FAU qui pendant un moment avait un très bon bilan, ça s'est effondré. Je parle notamment en conférence. En overall, ça reste intéressant, mais ça me paraît trop petit, trop faible. Donc pour ces équipes-là, bon, il y aura le bid automatique si c'est pas DBU qui va certainement accompagner DBU. Pour le reste, ça va être compliqué. Mais voilà, je voulais vous parler de 2-3 conférences qui, moi, m'attirent en termes de mid-majors. Il y en a beaucoup d'autres, hein, bien sûr. Malheureusement, je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y a beaucoup. Il y a une trentaine de conférences. Et encore une fois, c'est un podcast et j'espère que je ne vais pas dépasser l'heure et demie. Parce que là, je suis pas loin de dépasser 1 heure, hein, si ça continue comme ça. Enfin, je vais être au moins dans les 50 minutes. Et j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. Mais bref, j'espère que c'est pas trop dense pour vous. N'hésitez pas encore une fois à me le dire, parce que c'est vrai que moi, je m'emballe assez vite, puisque c'est des choses que je vois au jour le jour. J'espère que la passion se retranscrit dans ma façon de parler. Mais voilà, on va faire une petite pause transition musicale, et ensuite on va finir ce podcast tranquillement avec 2-3 petites choses. Allez, à toutes. Alors, première chose dont je voulais vous parler d'une équipe, je voulais faire un focus, je vais pas le faire très long puisque là je vous ai quand même abreuvé de beaucoup d'informations. C'est une équipe qui a fait une très belle saison, qui malheureusement n'a pas réussi à capturer le titre de saison régulière de sa conférence, et ça pourrait peser contre cette équipe justement vis-à-vis du tournoi national. Et pourtant leur bilan est très très bon au niveau global, ils ont accroché pas mal de grosses cylindrées. J'ai envie de vous parler de Northeastern, donc Northeastern, c'est une université qui est dans le Massachusetts. Ils font partie depuis 2006 de la Colonial Athletic Association, donc la conférence. C'est une équipe qui a une longue histoire en termes du moment où elle a été fondée, donc 1921. Par exemple, je vais vous donner en comparo une grosse équipe historique du baseball, Miami par exemple. Leur équipe n'a pas été fondée avant les années 40, et au final, la dernière itération, celle qu'on connaît, avait donc été dissoute puis reformée à la fin des années 40, pour vous dire. Donc voilà, faut jamais
prendre la longue histoire d'une équipe pour acquise quelque part. Et alors, faut savoir une chose, c'est pas une grosse fac, hein, je trouve que ça reste quand même une très bonne fac quand on considère que c'est mid-majors. Ils ont fait partie de différentes conférences, enfin deux principales, hein. Tout d'abord l'America East, c'est la conférence qui a été remportée par Maine, hein, cette saison notamment. Et puis ils ont quitté l'America East pour en 2006 rejoindre la CAA, je veux dire CAA parce que Colonial c'est un peu long, la CAA. Que dire de Northeastern? C'est une équipe qui, moi, m'a eu, puisque leur head coach, oui, parce que je suis un homer, comme on dit, leur head coach a joué de manière éphémère chez les Mets, Mike Glavine. Donc c'était juste pour faire un petit shout-out à cette équipe. Donc s'ils ont la chance d'intégrer le tournoi national par quelque moyen que ce soit, n'hésitez pas à aller voir cette équipe. C'est un baseball très plaisant pour le peu que j'ai vu. Il y a du talent, ça va vite, ça calcule pas, c'est vraiment du baseball universitaire à l'état pur, c'est-à-dire que ça calcule pas trop, alors qu'on voit de plus en plus beaucoup de stratégies mises en place par les meilleurs coachs, hein, ou les meilleures universités, des fois un peu trop de calque aussi à chercher la puissance. Vous savez, chercher plus de home run, partir plus sur les data en fait, parce que la data va vous dire, bon bah voilà, ça vaut plus de faire des home runs que de jouer small ball. Small ball, c'est-à-dire, vous savez, c'est juste de faire rentrer des gens en faisant par exemple des squeeze plays. J'ai l'impression que je vais vous perdre si je dis tout ça, tous ces termes techniques, mais bon, bref. Un squeeze play, notamment un bunt squeeze play, c'est un bunt qui va permettre de faire avancer notamment un joueur, et notamment si vous voulez aussi faire rentrer un joueur, bah, je sais que ça se fait beaucoup, notamment au Japon, c'est pour ça que je parle de ce squeeze play, mais en université aussi ça se fait pas mal. Maintenant, dans Northeastern, ils ont cette approche, voilà, vraiment, pour le coup, baseball universitaire, très joyeux, très sympa à voir jouer, et en plus avec des bons résultats cette saison. Malheureusement, encore une fois, j'espère que la fin de saison de conférence ne va pas les éliminer. Puisque c'est une des équipes à plus de 40 victoires, si je ne m'abuse, ou à tout juste 40 victoires cette saison aussi. Donc c'est des choses qui comptent malgré tout. Leur RPI aussi n'était pas dégueulasse de mémoire. Je me rappelle plus de leur rank exactement, mais je sais que c'était pas dégueulasse. Donc il faut espérer que ces métriques, et pourquoi pas... je sais plus si eux ils ont un tournoi de conférence, la CAA, mais je pense qu'ils ont. Et donc, du coup, si ils ont... Oui, ils ont un tournoi de conférence. Je m'en doutais. Et du coup, si Northeastern peut faire de belles choses dans le tournoi de conférence, pourquoi pas carrément s'ils le gagnent, bid automatique. Même s'ils le gagnent pas, qu'ils font un bon petit parcours, ça pourrait leur permettre voilà, d'officiellement intégrer donc ce tournoi national. Donc voilà, c'est un mini shout-out, j'ai pas donné beaucoup de détails. Peut-être que je reviendrai sur eux dans une vidéo de College Baseball Legends. Certes, ils n'ont pas gagné de titre, mais ils ont réussi à aller au College World Series. C'est pas donné à n'importe quel mid-major de faire ça, même si c'était dans les années 60. Donc voilà, c'était la petite mention à Northeastern. Une autre chose, et là on va finir là-dessus, dont je voulais parler. Alors, je sais pas si vous êtes habitué à ça, peut-être de fill out des brackets et tout ça pour la March Madness, mais il faut savoir qu'il y a un peu son pendant en NCAA Baseball. À la base, je voulais vraiment profiter de cet épisode pour vous faire un Field of 64, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire vous faire un peu une projection des équipes qui pourraient être dans le tournoi et carrément vous dire, ok, seed 1 ça va être telle équipe, seed 2, etc. jusqu'à seed 16, et ensuite vous découpez ça en regionals pour que vous compreniez un peu le truc. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de temps, enfin j'ai vraiment pas envie, parce que je sais que beaucoup de gens vont même pas arriver jusqu'à la fin de ce que je suis en train de raconter maintenant, donc à la fin de ce podcast. Donc je trouverais ça dommage de pas avoir quelqu'un qui puisse écouter ça, parce que c'est très intéressant. Ça permet aussi d'entendre un peu plus de noms de facs qu'on connaît pas forcément et qui sont pourtant en passe de se qualifier pour le tournoi national, par exemple. Donc je sais pas, je n'ai pas d'idée. Est-ce que je vais avoir le temps et la chance de vous faire une sorte d'épisode spécial avant les sélections? Je pense que les sélections c'est lundi, c'est dimanche ou lundi. Décidément la mémoire c'est incroyable. Si j'ai le temps, je ferai un podcast spécial pour ça, mais disons que ça va être compliqué honnêtement. Si malheureusement j'ai pas le temps, bah ça sera tout simplement un exercice qu'on pourra faire la saison prochaine quand peut-être je serai plus habitué. Quand peut-être, on sait jamais, peut-être que j'aurai peut-être un collègue, quelqu'un qui pourrait venir intervenir sur les podcasts pour m'aider et puis pour pas que ce soit trop monotone pour vous non plus, parce que j'imagine une seule voix tout le temps. En plus je parle souvent de la même façon.
Je suis pas le mec le plus dynamique en termes de voix, je donne pas non plus la pêche. Tout le vocabulaire du dynamisme euh, entre en jeu. Mais bref, on verra comment ça se passe. Si vraiment j'ai le temps, je ferai un petit épisode, ça peut être ludique. Si malheureusement j'ai pas le temps, bon bah ça sera pour la prochaine fois, mais j'espère bien vous retrouver, que ce soit sur le homera.com, il y a 2 articles qui sont sortis comme je l'ai dit, donc il y en a un, c'est une sorte de dossier, hein, c'est un mini dossier où j'explique en fait mon ressenti vis-à-vis de ce qu'on explique comme étant un upset, et pourquoi ça a peut-être moins de sens dans le collège baseball, donc j'étaye de certains arguments, et voilà, c'est pas non plus un long dossier. Je pense en plus que j'ai fait une coquille, puisque j'ai dit que je vais parler de la documentation. En fait, je voulais dire pas la documentation, je voulais dire que je me suis documenté en gros et que j'allais ressortir les trucs, enfin voilà, ce sur quoi je m'étais documenté, comme normalement, par exemple, l'histoire. Dans l'histoire, on a eu plusieurs équipes de mid-majors remporter des titres, donc ça fait partie de cette documentation dont je parlais. C'est une petite coquille, donc j'espère que les gens ne l'ont pas pris en se disant ah bah il nous a parlé de la documentation, il nous a rien montré derrière après, mais voilà, désolé pour ça. L'autre article, c'est un premier article qui, je l'espère, en appellera d'autres. Encore une fois, bon, ça va vraiment dépendre de mon calendrier. Peut-être que je ferai au plus simple si je vois que j'ai pas le temps d'en faire vraiment beaucoup. Mais je voulais pas forcément m'intéresser. En fait, voilà, c'est sur les prospects, mais pas forcément m'intéresser directement à tous ceux qui sont connus. Ça pourrait venir plutôt sur une mock draft qui va certainement venir, je l'espère en tout cas. Peut-être que ça sera une mock draft via le podcast cette fois-ci, au lieu de faire un article. Ou peut-être que je vais faire un peu des deux. Enfin, parce que je sais pas si c'est plus simple quand il s'agit d'une mock draft d'avoir quand même un truc sous les yeux plutôt que juste quelque chose de parler sans image, sans rien. Donc à voir pour le format, mais je vais certainement faire aussi mon petit top 10 des talents que j'ai vus en fait cette saison. Donc je vais omettre pour ce top 10 les joueurs lycéens parce que malheureusement je les ai pas vus. Et je vais faire un top 10 des joueurs universitaires à l'orée de la draft, très simplement. Donc ça sera des articles à voir certainement sur lehomra.com. Le podcast revient, si tout va bien, la semaine prochaine, j'en perds ma voix, sachant que j'ai pas mal de choses sur mon plateau. Là, en fait, je suis en train de traduire un truc anglais, en fait, une expression anglaise directement en français. Voilà le niveau de perte de français où je suis. Mais bref, j'ai pas mal de choses en ce moment, donc j'espère pouvoir faire un épisode la semaine prochaine. Pourquoi pas parler justement de la sélection, peut-être un épisode plus court, mais parler de la sélection justement, et pouvoir commencer à se projeter un peu sur les regionals. Et puis, j'ai envie de vous dire, bah, restez connectés, vivez baseball. J'essaierai de tweeter aussi tant que je peux pour vous garder au courant de ce qui se passe, que ce soit sur les Super Regionals en softball, sur les tournois de conférence en baseball, et sur la sélection, bien sûr, au-delà du potentiel podcast, mais également avant tout de tweeter cette sélection, et puis pourquoi pas avoir des réactions, on sait jamais si ça vous intéresse. Et bref, sur tous ces bons mots, alors qu'on a dû atteindre ou dépasser l'heure d'enregistrement, je vous dis tout simplement à très bientôt. Ciao.